Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition. Dans ce journal à Abidjan, un sommet de haut niveau sur l'initiative Café Cacao réunit les acteurs de la filière pour renforcer la coopération et défendre une meilleure rémunération des producteurs. Joie, soulagement pour les uns, déception et larmes pour les autres. Les résultats du brevet d'études du premier cycle sont tombés cet après-midi. Le taux national de réussite est de 52,7%. Retour sur une journée riche en émotions pour les élèves et leurs familles. 5 ans d'angoisse et toujours aucune issue. À Pondiboué, dans le département de San Pedro, des centaines d'habitants vivent avec la crainte d'être contraints de quitter les terres qu'ils occupent depuis plusieurs générations. Immersion dans le quotidien d'une population en détresse. Le café et le cacao, deux piliers de l'économie ivoirienne, étaient au cœur d'un sommet de haut niveau tenu ce mardi 16 juin à Abidjan. Les acteurs de la filière ont échangé sur les moyens de renforcer leur coopération stratégique afin d'assurer une meilleure rémunération aux producteurs face aux exigences du marché mondial. Le point avec Nadia Edja et Tanguy Konan. C'est un pas important pour une économie cacaoyère plus juste, plus forte et plus durable au bénéfice des producteurs de Côte d'Ivoire et du Ghana et partant du continent. À l'issue du sommet des chefs d'État de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana qui s'est tenu en terre ivoirienne en présence du président Alassane Ouattara et de son homologue John Dramani Mahama, d'importantes recommandations sont ressorties. La déclaration finale a été lue par le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagné-Koné. Les deux chefs d'État, convaincus que la juste rémunération du planteur constitue un pilier de la durabilité de la filière et une exigence de justice économique et de stabilité sociale, conviennent d'harmoniser les politiques de prix bord-champ pour optimiser la rémunération des producteurs, stabiliser le marché et renforcer leur coopération commerciale à travers notamment la synergie des salles de marché, l'alignement des primes et l'harmonisation des calendriers des campagnes de commercialisation du cacao. Les décisions qui ont émané de ce sommet s'étendent également au renforcement de la coopération scientifique, l'augmentation de la capacité de transformation et la promotion de la consommation locale et régionale. Des actions qui vont contribuer à améliorer les conditions du producteur, comme souhaité par les deux chefs d'État. On doit s'assurer que nos producteurs sont au centre de toutes nos actions. Aujourd'hui, nous avons envoyé un signal fort au reste du monde pour dire que nous sommes associés et que nous allons travailler ensemble dans l'intérêt des producteurs de cacao ghanéens et ivoiriens. Notre première priorité demeure la garantie d'une rémunération juste et digne pour le planteur. La juste rémunération est un pilier essentiel de la durabilité de la filière, une exigence d'équité et un facteur de stabilité sociale. Nous devons donc poursuivre nos efforts afin de placer durablement le planteur au cœur de la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent à deux près de 60% du cacao mondial. Le continent africain en fournit environ 80%. Ce sommet, qui se tient 8 ans après la signature de la déclaration d'Abidjan, vise entre autres l'élargissement de l'initiative aux autres pays producteurs du continent africain. Abidjan devient le temps de quelques jours la capitale économique de la francophonie. Décideurs publics, investisseurs, entrepreneurs et représentants des régions francophones y sont réunis pour réfléchir au plan de croissance, de coopération et de développement au sein de cet espace. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a mis en avant les atouts de la Côte d'Ivoire et invité les acteurs économiques à transformer les opportunités en partenariats concrets. On en parle avec Pierre Dipomelin. Francophonie, espace de stabilité et de croissance. C'est le thème qui a réuni les investisseurs et partenaires internationaux à l'occasion de l'Africa 2026, la rencontre économique de l'espace francophone qui était couplée de l'Assemblée générale de l'AIRF, Association internationale des régions francophones.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a invité les investisseurs à saisir toutes les opportunités économiques qu'offre l'espace francophone, ce qui va induire la création des emplois en faveur de la jeunesse. Nous devons créer davantage d'emplois, renforcer nos capacités de production, accélérer l'industrialisation de nos territoires et offrir à notre jeunesse des opportunités concrètes d'épanouissement dans un environnement de paix et de sécurité. Nous devons construire des économies capables d'absorber cette formidable énergie humaine. Nous devons transformer notre riche patrimoine en force de transformation au service de nos peuples et de nos pays respectifs. Un panel de haut niveau a planché sur les enjeux de la stabilité et de la croissance dans l'espace francophone. Les thématiques de la présente rencontre économique, à savoir l'aménagement durable des territoires, l'accès aux énergies, la gestion de l'eau, l'agriculture et l'agro-industrie, le numérique et l'intelligence artificielle, constituent les piliers du développement de demain et autant d'opportunités d'investissement et d'emploi, notamment pour notre jeunesse. L'espace francophone, c'est 20% du commerce mondial avec ses 300 millions d'habitants. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, s'est félicitée du choix d'Abidjan pour accueillir cet événement. Les opportunités économiques de l'espace francophone sont immenses, un petit peu méconnues, mais qu'avec ce genre de rencontres, nous avons plus de chances de pouvoir profiter de ces opportunités. Je pense qu'Abidjan, évidemment, grande capitale économique, non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'espace francophone, s'y est bien à ce genre d'échange et je suis très heureuse de pouvoir participer à ces assises. Louise Mushikiwabo, en Côte d'Ivoire pour ces assises, a été reçue hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à sa résidence de Cocody. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, présentant ses civilités au président Ouattara, a fait le tour de la coopération entre l'organisation et la Côte d'Ivoire. Joie, soulagement, mais aussi déception et parfois larmes. Les résultats du brevet d'études du premier cycle ont été proclamés ce mardi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national. Des milliers de candidats étaient suspendus à cette échéance décisive après plusieurs mois de préparation. Cette année, le taux national de réussite s'établit à 52,7%. Retour sur une journée chargée d'émotions avec Faltia Koulibaly. « 306 001 candidats ont été déclarés admis à l'issue des délibérations du BEPC session 2026. Sur les 586 587 candidats ayant composé dans les 1018 centres d'examen répartis au sein des 41 directions régionales de l'éducation nationale, le taux de réussite national s'établit à 52,7% contre 51,41% lors de la session précédente, soit une progression de 1,29 points. Le taux national de réussite connaît donc une légère progression de 0,76%. L'analyse différenciée selon le genre permet d'observer que sur 310 350 filles présentes, 161 268 filles sont admises, ce qui nous donne un taux de réussite de 51,96% chez les filles. Tandis que chez nos garçons, sur 276 237 présents, 144 733 sont admis, soit un taux de réussite de 52,39% chez les garçons. Pour vivre ces résultats au plus près, nous avons effectué une tournée dans plusieurs centres d'examen afin de recueillir les impressions des candidats et de leurs familles. Mon fils Badiel Adama, il vient d'avoir son BEPC. On a souffert pendant les 9 mois. Donc aujourd'hui, c'est la victoire. Merci Dieu, merci.
fierté pour ma maman, pour mon père. En tout cas, j'ai dit mon ami à ma grand-mère maternelle. Toujours, elle était là, m'a soutenue quand je l'ai décidé. Je dis merci. Je suis contente. Ce pays a trop galéré. Pendant près de 10 mois, chaque matin, même quand on se réveille matin pour aller étudier. On dit comme ça, il y a eu. Je suis très contente. Ça a été un peu facile, mais on remercie Dieu pour ce résultat. Pour ceux qui n'ont pas eu là, je leur souhaite bonne continuation. La période de réclamation s'ouvre du 17 au 19 juin dans les centres de composition et les établissements retenus à cet effet. Les jurys spéciaux se réuniront le 23 juin, date à laquelle seront également publiés les résultats de ces dernières délibérations. Quant aux candidats au baccalauréat, actuellement en pleine composition, ils seront fixés sur leur sort le 6 juillet prochain, jour de la proclamation des résultats de la session 2026, refermant ainsi le calendrier de l'année scolaire 2025-2026. Des années d'apprentissage, de sacrifice et de persévérance récompensées par l'obtention d'un diplôme à l'Université internationale de Grand-Bassam. 136 étudiants de la promotion 2026 ont officiellement reçu leur parchemin lors d'une cérémonie de graduation organisée en présence des autorités universitaires, des familles et de nombreux invités. Un moment de célébration qui marque la fin d'un cycle académique et le début d'une nouvelle aventure professionnelle pour ces jeunes diplômés. Le reportage de Nadia Edia. 136 étudiants, dont 64 filles et 72 garçons diplômés en bachelor de l'Université de Grand-Bassam, reçoivent leur parchemin. Une porte ouverte vers le monde professionnel qu'ils comptent bien mettre à profit. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de recevoir ce diplôme parce que ça fait énormément de temps qu'on l'attend. Et c'est aussi une fierté pour moi de rendre hommage à mes parents. Les nouveaux diplômés ont reçu du premier responsable de l'établissement des conseils pour la suite de leur parcours. Je leur ai demandé de se mettre résolument au service de notre pays et de l'Afrique d'une façon générale. Le fait d'avoir un diplôme de ce niveau-là, un diplôme de haut niveau, n'est pas suffisant. J'ai demandé à nos étudiants d'être responsables, de servir la nation du mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire en étant responsables devant la nation et en étant responsables devant leurs parents. Pour sa part, le ministre de tutelle a invité l'ensemble des acteurs de l'écosystème éducatif et professionnel à accompagner ces jeunes. Ensemble, faisons en sorte que les diplômes remis aujourd'hui se traduisent demain par des emplois, des entreprises créées, des innovations développées et une contribution tangible à la transformation de la Côte d'Ivoire. Chers diplômés, vous entrez aujourd'hui dans une nouvelle phase de votre vie. Cette étape est porteuse de nombreuses opportunités, mais également de responsabilités. N'attendez pas seulement que l'emploi vienne à vous, soyez capables de créer de la valeur autour de vous. Cultivez l'esprit d'initiative, osez entreprendre et innover, osez échouer et recommencer. Les plus grandes réussites sont souvent nées de la persévérance face à l'adversité. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de fête en présence des familles, amis et parents venus célébrer cette réussite. À San Pedro, les fonctionnaires proches du RHDP renforcent leur organisation. Le réseau des fonctionnaires pour le rassemblement des oufouettistes dispose désormais d'une coordination régionale officiellement installée. Objectif, mieux structurer les actions du réseau et renforcer la mobilisation de ses membres sur le terrain. Les détails dans ce reportage de Marie-Paul Rabé. Mobiliser davantage les fonctionnaires autour des idéaux du RHDP, c'est l'objectif affiché par l'Union nationale des fonctionnaires pour le rassemblement des oufouettistes. À San Pedro, une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'installation officielle de la coordination régionale du réseau des fonctionnaires pour le rassemblement des oufouettistes, le REFOR. À la tête de cette structure régionale, Danon Rabé Souleymane, enseignant de formation et inspecteur principal d'allemand, reçoit la mission de fédérer les fonctionnaires de la région autour des valeurs de paix, de solidarité et de développement. Ma mission, c'est de mobiliser les fonctionnaires militants
du RHDP, mobiliser même les fonctionnaires qui ne sont même pas militants du RHDP, qui sont peut-être indécis, les convaincre, n'est-ce pas, sur le bien fondé, sur le programme du RHDP, donc, qui est mis en exécution par le président de la République, le président du RHDP, afin qu'ensemble, là, on s'engage pour une Côte d'Ivoire beaucoup plus prospère, beaucoup plus solidaire. Pour la présidente nationale de l'UNAFOR, les fonctionnaires constituent un levier essentiel dans la mise en œuvre des idéaux du RHDP. Leur implantation demeure, selon elle, indispensable à la poursuite du développement de la Côte d'Ivoire. Le effort San Pedro, c'est vous, chers fonctionnaires. Le parti a besoin de vous et vous êtes importants dans le dispositif du parti. Avec cette nouvelle coordination, le REFOR entend renforcer sa présence à San Pedro et mobiliser davantage les fonctionnaires autour des objectifs du parti au pouvoir. Et on poursuit avec l'inquiétude grandissante des habitants du pont d'Iboué dans le département de San Pedro. Installés sur ce site depuis plusieurs générations, ces populations vivent depuis 5 ans dans l'incertitude après avoir reçu un avis d'expulsion émanant, selon elle, d'un membre de la communauté hôte. Une situation qui ravive les tensions autour de la question foncière et plonge de nombreuses familles dans l'angoisse. Depuis plusieurs années, médiation et démarches se multiplient. Écoutons ensemble ce reportage de Nadège. Village de Pont d'Iboué à San Pedro. Sur cette localité paisible plane une menace, celle d'un déguerpissement. Depuis quelques années, le chef du village et sa population ont le sommeil troublé. Nous choque parce que un site que tes parents ont habité, demain quelqu'un va dire il va nous enlever. Ça, c'est un autre problème. L'homme à l'origine de cette menace, un fils de la tribu Mahon. Nous sommes tous Kroumen, je le précise. Le monsieur, il fait partie de la tribu de ceux qui nous ont installés ici. Donc il n'est pas notre ennemi. Si nous devons repartir 200 ans en arrière à chaque fois pour aller prendre des terres, mais la Côte d'Ivoire va s'embraser. Tout le monde va repartir 200 ans en arrière chez lui, ou alors d'où il est venu. Pour le chef du village et sa population, quitter cet endroit qui les a vus naître et grandir est vécu comme une injustice. Une perte de repère pour tout ce peuple qui a ses racines ancrées dans ces terres. Il y a des gens qui sont nés ici, qui ont vieilli ici, qui ont l'air bien ici. Et les tensions ont commencé à monter parce qu'on veut leur arracher leur village. Ça peut créer une crise, ce que nous évitons en Côte d'Ivoire. Les crises de terre, les problèmes de terre. Ça nous a fait du mal, mais on ne s'est pas arrêté là aussi. On est allé saisir la chefferie traditionnelle. Et plusieurs fois, la chefferie traditionnelle là, nous a invités à des discussions, mais jamais un accord. Face au désaccord, l'affaire a été portée devant les autorités juridiques. S'ils déplorent la tournure des événements, les habitants de Pont d'Iboué espèrent un règlement à l'amiable qui prenne en compte leurs droits et leurs sacrifices pour préserver ce lieu. C'est la terre qui est là que nous avons pris le soin sur nous de préserver jusqu'à ce jour. C'est ça que tout le monde guette. Si nos parents avaient vendu, ou alors si nous-mêmes, quand nous sommes au village, si nous avions vendu, est-ce que ce serait là? Mais on pense à nos enfants. Et aujourd'hui, en 2020, il va réapparaître pour nous dire « quittez là ». On quitte comment? Tu étais où? Si ce sont ces terres-là qu'ils veulent, qu'ils viennent. On est tous parents Kroumen. On peut leur dire, bon, ok, attendons-nous. Mais venir dire à tout le monde, quittez là, on ne peut pas accepter. Contacté, le mis en cause ne s'est pas rendu disponible pour donner sa version des faits. Toutefois, il a par la voix de son conseiller juridique nié toute tentative de déguerpir le village. Il s'est dit prêt à accepter une répartition des terres qui soit profitable à tous. Le sport à présent, les Lions de la Teranga effectuaient leur entrée en lice ce mardi à la Coupe du Monde 2026. Opposé à la France au stade Kansas City, le Sénégal s'est incliné au terme d'une rencontre disputée. Les Bleus se sont imposés 3-1 dans cette affiche du groupe. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Roger Appé. Matribut, et là c'est terminé dans cette opposition entre la France et le Sénégal.
Match fou avec 4 buts à la clé, 3 buts pour la France et 1 but pour le Sénégal. Doublé de Kylian Mbappé. L'équipe de France s'impose face aux Lions de la Teranga 3 buts à 1 au stadium de Kansas City aux États-Unis lors de cette première journée des phases de poule de la Coupe du Monde de football. En première mi-temps, les Français ont peiné à trouver des solutions dans le camp adverse malgré une possession de ballon estimée à 56%. Les Sénégalais s'étaient, eux, procuré les meilleures occasions sans pouvoir les concrétiser. Au retour des vestiaires, c'est un tout autre match. Les hommes de Didier Deschamps prennent le jeu à leur compte en s'offrant plus d'occasions de but. Ils seront récompensés par un but de Kylian Mbappé à la 66e minute. Son 57e but en sélection de France. Et il devient le meilleur buteur de tous les temps de la sélection française. Et de Barcola à la 82e minute. Ce qu'il fait, il va aller très très vite. Barcola. Le ballon piqué de Barcola pour mettre le score à 2 buts à 0 pour la France. Son entrée, sa première action. Il faudra attendre le temps additionnel pour voir la réaction du Sénégal avec Mbaye qui réduit le score à la 95e minute. La réduction du score de la part de Mbaye qui a fait son entrée en cours de jeu. Voilà qui peut relancer quelque chose dans cette opposition. Ça fait 2 buts à 1. Mais une minute après, Mbappé refait surface, servi par Olysée. Le capitaine de l'équipe de France inscrit son doublé. Il sait qu'il doit être précis. Et tout de suite, il sait qu'il est efficace, Mbappé. Regardez. Tout de suite, se positionne et boum, il envoie. 3 buts à 1, score final. La France prend la tête de cette poule en attendant les prochaines confrontations. L'une des meilleures équipes du monde face à certaines équipes volontaires avec beaucoup de... Et c'est sur cette note sportive que se referme ce journal de la rédaction de NCI. La Coupe du Monde, c'est bien sûr sur NCI. À 1h du matin, vous aurez droit au match Argentine-Algérie. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.